Assalamu alaikum. Alors dans la première partie de ce cours intitulé Introduction à la science des matériaux, et qui a été composé de 5 chapitres, on a passé en revue les 3 niveaux de complexité des matériaux solides, à savoir, rappelez-vous, le premier niveau était où on a parlé de la structure électronique des atomes, et on a parlé aussi de quelques propriétés physico-chimiques des familles de ces éléments dans le tableau périodique. Ensuite, on est passé au deuxième niveau, c'est lorsque les atomes vont s'assembler pour donner des molécules. On a parlé donc des liaisons chimiques et de leur type. Voilà. Ensuite, on est passé au troisième niveau, c'est lorsque ces atomes, des ensembles d'atomes, c'est-à-dire des molécules ou des ions, s'assemblent à leur tour pour donner la structure macroscopique des matériaux solides. On a vu aussi la méthode des diffraction des rayons X qui a permis aux spécialistes d'avoir la structure microscopique des matériaux. Alors dans cette deuxième partie de ce cours, on va traiter les propriétés physiques des matériaux. Alors comme vous voyez ici, on va commencer par les propriétés mécaniques des matériaux, mais avant cela, on va voir ce que l'on appelle les critères de choix des matériaux. Alors il existe 8 classes de propriétés de matériaux affectant le design final d'un produit. Alors vous voyez ici qu'il y a les critères économiques et environnementaux, général, mécanique, thermique, électrique et magnétique, l'interaction avec l'environnement, la production, l'esthétique. Voilà. Alors le choix d'un matériau pour l'utiliser dans la fabrication d'objets dans une production de masse est dicté en premier lieu par son prix. Voilà. Par exemple, on ne peut pas utiliser le diamant pour fabriquer des outils de grande rigidité, stiffness, même si ce dernier est connu pour être le matériau le plus rigide, c'est-à-dire le diamant, puisque son prix est prohibitif. Voilà. Alors d'autre part, on peut se permettre d'utiliser des matériaux très coûteux dans la fabrication d'engins qui seront à leur tour vendus à des prix élevés, ce que l'on ne peut pas se permettre si on avait à fabriquer des outils à bas coût. Alors, la disponibilité et l'abondance du matériau jouent un rôle dans son choix. Voilà. Il faut que le matériau soit abondant. La recyclabilité, voilà, la recyclabilité du matériau est importante dans le choix du matériau, et la vie du matériau après sa production peut être décisive. Voilà. Par exemple, l'acier est connu pour sa grande capacité de se recycler après à peu près 150 ans, en le faisant fondre de nouveau pour une nouvelle utilisation, contrairement à certains matériaux plastiques dont la capacité d'être recyclée est limitée. Alors, il y a la durabilité, en anglais c'est la sustainability, joue aussi un rôle dans la décision. On peut citer l'exemple de la comparaison faite entre les objets faits en poterie, parce qu'ils se cassent, voilà, alors que avec ceux faits en plastique. Alors choisir des matériaux qui nécessitent moins d'émissions de gaz, carbon footprint, carbone dans leur extraction et usinage. Alors, l'interaction du matériau avec son environnement joue un rôle important. Voilà, joue un rôle important dans le choix. Le matériau doit présenter une bonne protection contre l'oxydation, contre la corrosion, contre l'usure. Oui. Le choix porte toujours sur des matériaux qui seront relativement faciles à usiner. Voilà, ease of manufacture. Joining, c'est-à-dire l'assemblage.
entre le titane et le fer, ce dernier s'apprête facilement aux procédures de fabrication que le premier. C'est-à-dire le fer est plus facile à usiner que la titane. Alors, finishing, c'est la finition. Le matériau doit prouver ses qualités esthétiques, voilà, comme le cas des matériaux qui sont à la base lumineux, c'est-à-dire des métaux, et peuvent servir à bien emballer le produit final, contrairement aux céramiques ou même les plastiques. Alors il y a les propriétés, on va voir par exemple General Physical, les propriétés, la densité pour les anglo-saxons, c'est la masse volumique. Alors les propriétés mécaniques, par exemple le module de Young, hardness, la dureté, la fracture, la fatigue, le glissement, damping, l'amortissement, l'usure. Pour les propriétés thermiques, on va voir par exemple la conductivité thermique des matériaux, leur chaleur spécifique, heat spécifique. Par exemple, on va aussi voir ce qu'on appelle le coefficient d'expansion thermique. On va voir aussi, par exemple, pour les propriétés électriques et électroniques et magnétiques. Par exemple, on va voir la résistivité. On va voir aussi, par exemple, pour les semi-conducteurs, pour les gens qui s'intéressent au photovoltaïque. Par exemple, la constante d'électrique, la perméabilité magnétique, par exemple. Voilà. Alors, on va passer en revue tous ces propriétés physiques des matériaux. Voilà. Alors on va commencer par les propriétés mécaniques des matériaux. Alors, juste pour voir une chose. Voilà, vous pouvez voir les classes des matériaux qu'on va étudier. Voilà, par exemple, vous avez les métaux et les alliages. Voilà, style, l'acier, vous avez le nickel et ses alliages, vous avez les polymères, le polyéthylène, le PE, vous avez le polyvinyl chloride, le PVC que vous connaissez, par exemple les PET, par exemple les bouteilles en plastique, vous avez les céramiques et les glaces, c'est-à-dire les céramiques et les verres, l'alumine par exemple Al2O3, vous avez le magnésium, l'oxyde de magnésium, la silicate, voilà. Et vous avez aussi par exemple les composites. Alors on a l'acronyme GFRP qui veut dire Glass Fiber Reinforced Polymer, c'est-à-dire polymères qui sont renforcés par des fibres de verre. Et aussi il y a les CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer. Voilà. Vous avez les matériaux naturels, le bois, la laine, les os, par exemple, les roches, voilà, ainsi de suite. Alors, je vais juste faire comme ça pour que vous puissiez faire une pause et voir toutes les classes des matériaux. Voilà. Alors, on commence par voilà. C'est ce que je viens de dire. Alors, dans ce chapitre, on va traiter quelques propriétés mécaniques des matériaux. Ces dernières déterminent l'effet des forces appliquées sur la taille et la forme d'un matériau. Alors, on peut citer de ces propriétés mécaniques, par exemple, la résistance des matériaux, strength, l'élasticité, en anglais stiffness, la plasticité des matériaux. La ductilité, c'est la déformation sous l'effet d'une tension. La malléabilité, c'est la déformation sous l'effet d'une compression. La ténacité, en anglais, c'est toughness. Et la dureté, c'est hardness. Voilà. Alors, on va commencer par un exemple simple de déformation d'un échantillon de solide. Alors, en appliquant par exemple ici deux forces opposées mais deux mêmes modules, dans deux directions différentes, sur un solide indéformable, celui-ci va rester immobile et le centre de masse ne bouge pas. Voilà.
Si on prend un solide déformable maintenant, un solide déformable, et qu'on applique de part et d'autre deux forces, F de ce côté, F de ce côté, deux forces opposées mais de même module, eh bien, le centre de masse ne bouge pas à cause du principe de la dynamique de Newton. La somme des forces égale à MA, alors que la somme des forces, puisqu'elles sont de même module et dans deux sens différents, eh bien, la somme des forces égale à 0. Il n'y aura pas d'accélération. Mais le corps va légèrement s'allonger dans la direction de la traction. Voilà, c'est ce qu'on appelle la traction. Voilà, c'est étirer un matériau dans une direction, voire même se rétrécir dans la direction perpendiculaire à la traction. Voilà, c'est-à-dire il va s'allonger, et puisque le volume est c'est-à-dire conservé, eh bien, il y aura une diminution ou un rétrécissement dans le sens latéral par rapport au sens de la traction, voire même se rétrécir dans la direction perpendiculaire à la traction, ce qu'on appelle, c'est tout un domaine qui s'appelle la mécanique du solide déformable. Alors dans ce cours, on va juste donner quelques c'est-à-dire résultats de ce domaine. Voilà. Souvent, on utilise l'approximation dite quasi-statique selon laquelle on négligera les petits mouvements d'accélération des extrémités du corps qui interviennent dans un bilan d'énergie. C'est-à-dire, c'est comme si on va traiter la traction ou la déformation comme des étapes où à chaque fois on étire le système, il va trouver un état. Puis on étire, il va passer à un autre état, sans considérer c'est-à-dire l'effet d'accélération entre les deux états. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'approximation quasi-statique. Les élastomères sont des polymères qui se déforment élastiquement énormément avec un rétrécissement. Vous voyez ici, vous avez la largeur avant la traction, mais après la traction, vous voyez que ça se rétrécit dans le côté latéral, voilà, perpendiculaire au sens de la traction, en largeur et en épaisseur, puisque l'élastomère devient plus fin avec un volume qui ne change quasiment pas. Alors, je vais vous montrer une vidéo sur laquelle vous pouvez voir cela. Alors, vous avez ça. Les élastomères sont des polymères qui se déforment élastiquement sur des très grandes déformations avec un changement de volume quasi nul, c'est-à-dire un coefficient de Poisson égal à 0,5. Quelle expérience proposes-tu juste de faire? Alors, pour illustrer ça, on va simplement prendre cet élastique qui sert à faire des exercices de fitness, voilà, et on va tirer dessus. Donc voilà la section, et maintenant on tire dessus avec des grandes déformations. On voit que comme le volume ne change pas, la déformation axiale elle est compensée par une variation de la largeur là, et de l'épaisseur aussi, il devient plus fin. Puisqu'on est un peu plus clair. Ouais. Plus clair dans le verre, voilà, très bien. Voilà donc un élastomère. Voilà. Alors on commence par ce qu'on appelle la contrainte, c'est-à-dire la contrainte est la force par unité de surface de la résistance interne d'un matériau soumis à une force extérieure de tension ou de compression. C'est-à-dire, pardon, alors la contrainte, elle a une unité d'une pression, c'est-à-dire une force par unité de surface. Elle est développée par le matériau en réponse à une force extérieure. Il faut c'est-à-dire avoir ça en tête. Ce n'est pas la force qui est appliquée sur le matériau, mais c'est plutôt la résistance interne développée par le matériau en réponse à une force extérieure de tension, c'est-à-dire de traction ou de
de compression. Alors, pour la définir, c'est-à-dire la contrainte, en anglais c'est stress, pour la définir, on utilise un parallélépipède sur lequel, voilà, on applique une force F, voilà, dans cette direction, X, mais on doit aussi appliquer la même force dans la direction X pour que le centre de masse du corps ne bouge pas. C'est-à-dire on va aussi appliquer une force dans cette direction, comme vous voyez, comme vous venez de voir dans la vidéo. Voilà. Dans deux directions opposées, sur une surface SX, voilà la surface SX, avec une normale N selon X. La normale, c'est le vecteur perpendiculaire à cette surface, SX. C'est pour ça qu'on l'appelle SX. Alors, dans ce cas-là, on a sigma, la contrainte, c'est une force suivant X appliquée, je m'excuse, appliquée sur une surface SX dans la normale et suivant X. Alors, on définit donc la notion de contrainte normale, normal stress, sigma XX, parfois on l'appelle tout court sigma X, mesuré en pascal. Alors le pascal c'est quoi? C'est le newton par mètre carré, égal à sigma XX égale à F de X, la force appliquée suivant l'axe des X, divisé par la surface dans la normale et suivant X. Alors le premier indice dans sigma XX indique la direction de la force, alors que le deuxième indice indique la direction de la normale à la surface considérée. Voilà. Alors les contraintes dans les matériaux étant également très grandes, il serait utile d'utiliser un multiple de 10 puissance 6, c'est-à-dire un méga. Au lieu de travailler avec des pascals, on va travailler avec des mégapascals, 10 puissance 6, méga newton par mètre au carré ou encore mégapascal. Alors, on a l'unité méga-newton par mètre au carré est équivalente à newton par millimètre au carré. Voilà. Vous pouvez voir c'est-à-dire on utilise cette unité au lieu de celle-là. Voilà. Alors, mathématiquement, cette contrainte est un tenseur d'ordre 2, c'est-à-dire c'est une matrice, on peut l'écrire sous forme de matrice de 3, 9 éléments. Pourquoi? Parce qu'on a 3 directions et on a 2 choix. Voilà. Alors 3 puissance 2, c'est 9. C'est-à-dire on peut avoir sigma XX, on peut avoir sigma XY, sigma YX, on peut avoir sigma XZ et ainsi de suite. Voilà. Alors, après cela, on va définir ce qu'on appelle la déformation, strain. C'est pour ça, vous voyez, il y a toujours ce qu'on appelle une relation stress-strain. Stress-strain, c'est-à-dire contrainte, déformation. Alors la déformation, c'est c'est-à-dire l'effet d'une contrainte ou d'une force extérieure appliquée sur un échantillon déformable, et bien, il va se déformer. On l'appelle strain. C'est la variation de la longueur d'un échantillon par rapport à sa longueur initiale. Alors, vous voyez ici, par exemple, on tire suivant la direction X par une force F de X. Bien sûr, l'échantillon, un parallélépipède, a c'est-à-dire une longueur L0X initiale, L0Y, L0Z. Maintenant, on voit ici que suivant X, la longueur de l'échantillon suivant X a augmenté d'une valeur delta LX. Mais vous pouvez voir aussi que suivant Y, suivant Z, l'échantillon a rétréci. Voilà. On définit un allongement relatif normalisé par rapport à la longueur initiale, c'est-à-dire la déformation strain, comme epsilon XX, c'est quoi? C'est LX moins LX,
c'est la longueur de l'échantillon suivant x après la traction, ou même après la compression, moins L0x, c'est-à-dire la longueur suivant x à l'état initial, divisé par L0x. Alors Lx moins L0x, on l'appelle delta Lx, c'est-à-dire la déformation suivant x divisée par la longueur initiale suivant x. Et bien ici on a x au numérateur, au dénominateur on a x. C'est pour ça on utilise epsilon xx qui désigne cette déformation mais normalisée, c'est-à-dire elle est sans unité. Une longueur divisée par une longueur. C'est ça là ce qu'on appelle la déformation qui résulte de la compression ou de la traction suivant la direction x. Alors c'est une grandeur bien sûr sans unité et appelée souvent la déformation conventionnelle, en anglais engineering strain. Puisque la déformation est très petite, on utilise parfois le terme mu-strain pour micron. Alors la plupart des matériaux ont tendance, lorsqu'ils sont tirés dans une direction, à se rétrécir. C'est ce qu'on vient de voir sur la vidéo. Dans les autres directions, mais pas tous, car il existe des matériaux qui se dilatent selon leur structure interne. C'est-à-dire on peut avoir des matériaux qui, en les tirant dans une direction, eh bien, ils vont aussi se dilater suivant les directions perpendiculaires. Alors, on définit donc un allongement généralement négatif dans ces directions. C'est-à-dire, généralement, les matériaux se rétrécissent dans les côtés latéraux. Voilà. Par exemple, si on les étire suivant x, ils vont se rétrécir suivant x, suivant y et suivant z. C'est pour ça, en appliquant cette force suivant x, on aura un rétrécissement sigma, c'est-à-dire un changement de longueur suivant y, un changement de longueur suivant z, voilà, avec ly qui devient plus petit que L0y, voilà, c'est-à-dire l'état après traction est inférieur à celle avant traction ou compression. C'est pour ça le delta Ly est négatif, généralement négatif bien sûr sur L0y, c'est l'état, c'est-à-dire c'est la longueur suivant y de l'échantillon à l'état initial. Ainsi, si sigma ou plutôt epsilon zz, Lz devient plus petit que L0z et on aura delta Lz qui est négatif. Un matériau isotrope n'a pas de raison à se déformer dans une direction plus qu'une autre. On aura donc epsilon y égale à epsilon zz, mais seulement dans un matériau isotrope. Voilà. Par exemple, comme on a déjà fait pour le cas des polycristallins. Voilà. Mais pour un matériau monocristallin, c'est un matériau anisotropique. On ne peut pas appliquer cette relation. Voilà. Alors, après avoir vu la contrainte normale et la déformation, c'est-à-dire le strain, normal stress and le strain, c'est-à-dire la déformation en longueur, il existe aussi un autre type de contrainte qu'on appelle contrainte de cisaillement. En anglais, c'est shear stress. Alors, on peut aussi appliquer une contrainte de cisaillement. Alors, généralement, ici, j'utilise le taux ici, alors que ici, il utilise le sigma. Mais généralement, on utilise le taux pour le sigma pour les contraintes normales, alors que les contraintes de cisaillement, on utilise le taux. Voilà. Mais c'est juste pour faire la différence entre deux types de contraintes. Alors, c'est toujours une pression, voilà, une Pascal, qui correspond à appliquer une force tangentiellement à la surface. Alors, on peut, par exemple, dans ce parallélépipède, alors, la force, on applique une force dans cette direction, c'est-à-dire suivant x, et on voit l'effet de cette force
sur cette surface, sur la surface SY. SY à la normale suivant Y. On va voir, c'est-à-dire on fait intervenir dans ce cas, la force qui est suivant X et la surface qui est suivant Y. On va voir qu'est-ce que cela donne. C'est pour ça qu'on va définir taux XY comme une contrainte de cisaillement qui est le rapport entre la force appliquée suivant X sur la surface dont la normale est suivant Y. C'est pour ça qu'on a X pour le X au numérateur et le Y, c'est le Y au dénominateur qui correspond à la surface impliquée. Voilà. Alors si dans ce dernier cas on applique une force sur la surface supérieure, on aura aussi une contre-force sur la surface inférieure dans la direction opposée. C'est pour ça que vous pouvez voir l'effet de cette force appliquée dans cette direction. Voilà. Il y a un changement dans la forme de cet échantillon, de ce parallélépipède. Alors cette situation, et on va apparaître un angle θ, voilà, c'est ce θ qui va représenter l'effet de cisaillement par rapport à ces deux surfaces. On a la surface en haut, voilà, et la surface en bas qui n'a pas, c'est-à-dire bougé, mais la surface en haut a bougé. C'est pour ça le θ représente l'état de c'est-à-dire ce qui se passe pour ce parallélépipède, changement de forme. Alors cette situation donne une somme de force nulle. Bien sûr, on applique une force dans cette direction. Force dans cette direction, et bien, la somme des forces égale à 0. Mais un moment par rapport au centre de gravité non nul. Voilà, vous avez une force dans cette direction, force dans cette direction. Bien sûr, on va immobiliser la surface, cette surface, pour qu'elle ne bouge pas, mais la surface en haut va bouger. C'est comme si on aura le solide qui tourne. Alors pour le maintenir en équilibre, on doit donc prévoir l'application des forces sur les faces verticales pour empêcher le corps de bouger. Alors c'est l'histoire de la mécanique des solides indéformables. Vous pouvez voir la chose sur un cours. Voilà. Alors en appliquant une force de cisaillement selon X sur une surface dont la normale est suivant Y, cisaillé, sur un objet parallélépipédique, il a tendance à partir dans la direction de X avec un angle. Voilà l'angle θ qu'on a vu ici. Voilà. C'est cet angle-là qui nous intéresse. Voilà. Alors bien sûr, par exemple, suivant Y, on a la longueur de l'arête L0Y, mais vous voyez ici que le changement de l'application de la force a fait que ce point s'est déplacé par rapport au point opposé par une longueur delta Lx, voilà, qui donne un angle entre cette arête et cette arête-là. Alors on définit la déformation de cisaillement comme, c'est une définition, alors c'est gamma xy, alors parfois vous trouvez epsilon xy, mais les gens qui travaillent avec le taux utilisent le gamma, voilà. Mais vous pouvez aussi trouver le sigma ici, epsilon xy. Mais ce qui nous intéresse, c'est la formule. C'est 1/2 delta Lx. Voilà, c'est la déformation ou le déplacement de ce point à l'état initial vers ce point-là par rapport au point opposé. Delta Lx divisé par L0y. L0y, c'est l'arête suivant y. Voilà. Alors 1/2, le facteur 1/2 assure la cohérence des expressions d'un point de vue mécanique. Vous pouvez voir ça dans un cours de résistance des matériaux. Mais c'est cette formule qu'on donne
à la déformation de cisaillement. 1,5 de delta x, voilà, c'est la déformation, voilà, c'est le déplacement de ce point, voilà, sur L0y. Mais vous pouvez voir que delta x sur L0y n'est autre, voilà, le delta Lx sur le L0y n'est autre que la tangente de cet angle-là, tangente θ. Bien sûr, tangente θ, si θ est petit, est égal à θ lui-même. Voilà. Où delta est la déformation des côté selon x normalisée par rapport à la longueur selon la normale de la surface L0y. Voilà. Alors, bien sûr, ici, on a, rappelez-vous, on a vu rapidement la contrainte normale qui lui correspond à la déformation epsilon xx et la contrainte de cisaillement tau xy à qui correspond une déformation de cisaillement. Voilà, gamma xy. Okay. Alors, une sorte de récapitulation, on va passer en revue ce qu'on appelle les états de contrainte, states of stress. Alors, il existe généralement 4 états de contrainte. Il y a ce qu'on appelle la tension simple. Voilà, vous voyez ici un boulon, ici, une charge attachée à un boulon. Vous avez la force, vous avez la surface. Alors, la surface, elle est pas dans la normale de cette surface est suivant F. Voilà, il faut voir ça comme ça. Ce n'est pas une surface sur la surface extérieure, mais c'est une surface dont la normale est parallèle à F. Bien sûr, simple tension, sigma égale à F sur A. C'est-à-dire dans le cas d'une tension. Maintenant, on peut avoir aussi une compression. Par exemple, ici, les forces sont dans direction opposée, mais à l'intérieur, mais avec une surface, voilà, A, qui est aussi dont la normale est parallèle à l'axe des forces. Simple compression, F sur A, sur par exemple un pilier supportant une structure. Il y a aussi ce qu'on appelle la tension biaxiale. Alors, par exemple, si vous avez par exemple une forme sphérique, un ballon par exemple, soumise à une pression interne, c'est-à-dire par exemple un gaz, voilà, on va chauffer, on peut, pression interne, voir sa peau, c'est-à-dire sa surface extérieure, s'étirer dans deux directions, suivant dans cette direction et dans cette direction. C'est pour ça qu'on appelle tension biaxiale. Il va y avoir un étirement suivant deux directions. Il y a aussi ce qu'on appelle la pression hydrostatique. C'est lorsqu'un solide est soumis à la même compression sur tous ses côtés. C'est-à-dire si vous avez par exemple en mer, vous voyez ici par exemple un poisson ou un objet quelconque, bien vous avez la pression qui est la même pression qui est appliquée sur les deux, sur ces 6 faces, par exemple pour un cube. Bien sûr, on suppose que le cube est très petit pour que la pression ne change pas, par exemple, de la surface inférieure à la surface supérieure. Et la pression hydrostatique est donnée par moins F sur A, puisque si la pression s'applique, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'objet, eh bien, il va y avoir un rétrécissement du volume. C'est pour ça qu'on met le moins pour avoir quelque chose de positif. Alors la pression hydrostatique induit une variation du volume de l'objet, soit une dilatation, soit une compression. Une dilatation parce qu'on a une pression de l'intérieur vers l'extérieur, une compression de l'extérieur vers l'intérieur. Alors le changement du volume est en delta V. Delta V, c'est le volume. Voilà, par exemple, si vous avez le volume ici, initial, et après l'application de la pression, on aura ce volume. Voilà, par exemple. Et bien, le delta V, c'est ce volume-là. La soustraction du volume
initial moins le volume, ou plutôt inverse, volume actuel moins le volume initial. Alors pour une compression, on aura le delta V qui est négatif, divisé par V0. Alors V0 c'est le volume initial par convention. Voilà. Alors le quatrième type d'état de déformation, voilà, c'est ce qu'on appelle le cisaillement pur. Alors en faisant tourner, en anglais twist, un tube, les éléments du tube sont soumis à un cisaillement pur. Alors la contrainte de cisaillement est définie par rapport à la force de cisaillement par la surface sur laquelle celle-ci agit. Alors vous avez une force comme ici c'est comme une torque, voilà. Bien sûr le taux c'est là, c'est le torque, c'est le moment de force divisé par la surface. Alors la surface ici c'est la surface extérieure, voilà, c'est la surface extérieure. Et vous avez ce qu'on appelle un cisaillement pur. Alors c'est pas ici c'est pas le torque, mais vous pouvez appliquer une torque ici. Voilà. C'est-à-dire un moment pour faire tourner ce tube-là. Mais le taux, c'est pour la contrainte de cisaillement, non pas une torque. Voilà, il faut faire attention. Torque égale à Fs, c'est-à-dire la force surfacique, divisée par le A, c'est-à-dire la surface extérieure. Alors, lorsque les déformations sont minimes, la relation entre la contrainte de tension ou de compression et la déformation peut être, avec une bonne approximation, assimilée à une relation linéaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Alors, la relation linéaire qui relie l'état de contrainte à l'état de déformation. Voilà. Il y a une force extérieure. Le système va développer une contrainte et on va voir que le système s'est allongé ou s'est comprimé en calculant le epsilon. Et bien la loi de Hooke nous dit que si les déformations sont très très petites, il est possible de relier l'état de contrainte à l'état de déformation par une relation linéaire avec un coefficient, un facteur de proportionnalité E qui n'est autre que ce qu'on appelle le module d'élasticité. Voilà. Alors le module d'élasticité, c'est pour la déformation et les contraintes normales. Ou en anglais, c'est ce qu'on appelle Young's modulus. Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Alors, cette loi de Hooke peut aussi s'appliquer dans le cas d'une déformation en cisaillement. Alors la déformation en cisaillement est proportionnelle, plutôt c'est l'inverse, c'est la contrainte de cisaillement qui est proportionnelle à la déformation de cisaillement selon cette relation linéaire tau égale à G fois gamma. Alors tau c'est la contrainte de cisaillement, gamma c'est la déformation en cisaillement et le facteur de proportionnalité c'est G, que l'on appelle module de cisaillement ou encore shear modulus. Voilà. Alors, elle s'applique aussi à la dilatation c'est-à-dire pour une pression, voilà, un volume, c'est-à-dire un système qui va, sous l'effet d'une pression hydrostatique, va voir son volume augmenter ou diminuer. Voilà. Alors la dilatation négative est proportionnelle à la pression puisque la pression positive donne un rétrécissement du volume. Alors il y a ici une convention, est-ce qu'on utilise le négatif ou positif? Par exemple, pression positive donne un rétrécissement du volume. Alors si on a une pression positive, voilà la valeur ici positive, c'est que elle s'applique de l'extérieur vers l'intérieur. Et bien, en appliquant une pression de l'extérieur vers l'intérieur du solide, celui-ci va se rétrécir, c'est-à-dire le delta sera négatif. C'est pour ça qu'on va multiplier par moins pour avoir une pression positive. Voilà, avec un K qui est positif. Alors le K,
c'est-à-dire le facteur de proportionnalité dans le cadre de la loi de Hooke, qui relie la pression à la déformation du volume, eh bien, c'est ce qu'on appelle le module volumique, ou en anglais, c'est ce qu'on appelle le bulk modulus. Voilà, c'est la loi de Hooke qui nous permet de décrire ces trois expressions dans le cas où les déformations sont très très faibles. Alors, voilà, le tenseur de rang 2, voilà, c'est ce qu'on appelle, comment on explique, on écrit plutôt le tenseur de la contrainte. Parce que, rappelez-vous, vous avez ici sigma xx, c'est fx sur sx, mais on peut appliquer une force suivant y et faire intervenir une surface sx. SX, SY, SZ, FX, FY, FZ. On aura 9 possibilités. C'est pour ça qu'on peut arranger toutes ces contraintes. Bien sûr, ici, on rassemble les contraintes normales et les contraintes de cisaillement. Sigma XX, sigma YY, sigma ZZ sont les contraintes normales. Et on applique la force suivant la normale de la surface. Alors que taux XY, taux XYZ, eh bien, on applique une force dans une direction perpendiculaire à la normale de la surface. Par exemple, taux XY, c'est quoi? C'est on applique une force suivant X divisé par la surface suivant Y, c'est-à-dire dans la normale et suivant Y, et ainsi de suite. Alors dans des situations d'isotropie, de symétrie, c'est-à-dire d'équilibre, on peut voir que taux XY égale à taux ZX. C'est pour ça ce tenseur ou cette matrice est symétrique sous certaines conditions. Pardon. Maintenant, l'état de déformation, elle peut s'écrire aussi, elle peut s'arranger dans une matrice à 3, c'est-à-dire 9 éléments. Alors les epsilon XX, epsilon YY, epsilon ZZ, ce sont les déformations, c'est-à-dire suivant une déformation lorsqu'on applique des forces X suivant selon la normale de la surface X. Y, la force suivant Y, la normale de la surface est suivant Y, et ainsi de suite. Voilà, c'est lorsqu'on applique des contraintes normales. Alors que pour gamma XY, on vient de voir que c'est, par exemple, XY, c'est quoi? C'est, vous voyez, gamma XY égale à 1,5 de delta LX sur L0Y. C'est l'arête suivant la normale de la surface. Voilà, il faut faire attention. Sur la normale de la surface. C'est-à-dire considérer. Voilà. Pour ça, il y a l'état de contrainte. Contraintes à diagonale, ce sont les contraintes normales. Les éléments non diagonaux, elles correspondent aux contraintes de cisaillement. Aussi, pour l'état de déformation, les éléments diagonaux, c'est pour les déformations qui résultent des contraintes normales. Les éléments non diagonaux, ce sont des déformations qui résultent en cisaillement, c'est-à-dire qui résultent des contraintes de cisaillement. Voilà. Alors, pour établir la relation entre ces deux tenseurs, voilà, puisque la loi Hooke nous dit qu'on peut relier sigma à epsilon, de manière générale, si on a sigma qui est un tenseur d'ordre 2, epsilon un tenseur d'ordre 2, et bien la relation qui relie sigma à E est un tenseur d'ordre 4. C'est le module d'élasticité et d'ordre 4. C'est de manière générale. Alors, quelques remarques sur la loi de Hooke. Alors, dans plusieurs solides, cette relation, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dorénavant, c'est la relation contrainte-déformation. Linéaire, c'est-à-dire elle est linéaire selon la loi de Hooke pour des déformations très faibles.
n'est valable que dans une région pour de faibles déformations qui ne dépassent pas 0,002, c'est-à-dire la déformation ne dépasse pas 0,002. Rappelez-vous que la déformation est sans unité. Voilà. Au-delà de cette limite, c'est-à-dire au-delà de 0,02, certains solides se cassent. Si on applique une force et que la déformation dépasse les 0,002, certains solides se cassent. Voilà. D'autres se déforment de manière élastique non linéaire. Voilà. C'est pour vous dire que, par exemple, une manière élastique, j'anticipe un petit peu, élastique, c'est que si la contrainte ou la force extérieure cesse, le solide revient à son état initial. Mais il faut savoir qu'il y a une partie élastique linéaire, c'est la loi de Hooke, et une partie élastique non linéaire, c'est-à-dire la relation contrainte-déformation se présente sous une fonction qui n'est pas linéaire. Puis plastique, voilà. Après l'élastique linéaire, élastique non linéaire, et bien on passe à la région plastique. On va voir tout cela avec plus de détails. Par exemple, le caoutchouc se déforme de manière élastique sur un intervalle de déformation qui dépasse la valeur de 4. C'est-à-dire la déformation, c'est-à-dire la longueur, la variation de la longueur initiale par rapport à l'actuelle divisée par la longueur initiale est égale à 4. Il peut s'étirer sur des longueurs très considérables. Et cesse d'être linéairement élastique au-delà d'une déformation de 0,02, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'il peut se déformer jusqu'à 4, une déformation de 4, mais il cesse d'être, c'est-à-dire la loi de Hooke s'applique, cesse d'être appliquée pour une déformation de 0,01. C'est-à-dire entre 0,01 et 4, on est dans l'élastique non linéaire, ou même plastique. Alors la déformation élastique désigne l'état d'un matériau. Voilà, je définis c'est quoi la déformation élastique. L'état d'un matériau solide qui se déforme sous l'effet d'une contrainte, mais qui revient à son état initial une fois la contrainte cesse d'agir. Voilà, c'est la déformation élastique. Il ne faut pas confondre la déformation élastique avec la loi de Hooke. La loi de Hooke, c'est la déformation élastique linéaire. Voilà. Alors l'état de déformation élastique se présente sous deux formes, voilà. Déformation élastique linéaire, c'est la loi de Hooke, et déformation élastique non linéaire. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la torsion. Alors la torsion, c'est quoi? C'est une variante d'un cisaillement pur où un membre de structure est tordu. Voilà. Alors la force de torsion sur ce cylindre produit un mouvement de rotation autour de l'axe longitudinal. Voilà, d'une extrémité par rapport à un axe longitudinal, ça tourne autour de cet axe, par rapport à l'autre, encore la rotation de haut par rapport à celle d'en bas. Voilà, comme ce schéma présente, vous avez la surface d'en bas qui est immobile, on va la fixer et on va tourner la surface d'en haut. Pardon, avec une torque, c'est-à-dire un moment de force T, voilà, T dans cette direction, T dans cette direction, et bien vous pouvez voir que la surface d'en haut a tourné d'un angle phi. Par exemple, on trouve ça dans les cas des essieux, des machines, des arbres, drive shaft ou les perceuses. Alors l'équation de torsion qu'on trouve dans les bouquins pour le petit angle est donnée par T sur I. Alors T c'est quoi? C'est la torque appliquée, voilà, la torque appliquée divisé par le moment d'inertie polaire du cylindre, vous pouvez voir ça, est égal à G. Alors G c'est quoi? C'est le module de cisaillement qu'on vient de voir. Phi c'est l'angle de rotation qui est petit. Et L c'est la hauteur du cylindre. La hauteur du cylindre dans ce cas. Voilà. C'est cette relation qui nous donne
la variation de phi en fonction de la torque appliquée. Bien sûr, elle est proportionnelle au module de cisaillement G. Voilà. Alors, lorsqu'on a vu dans la vidéo que lorsqu'on applique une contrainte de traction sur cette bande d'élastomère, eh bien, selon un axe, on traîne une élongation le long de cet axe. Vous voyez ça, vous avez vu ça, mais vous pouvez le voir ici. Voilà. Avant la traction dans cette direction, voilà, vous avez la largeur de cette pièce. Maintenant, en étirant dans les deux directions, dans ce sens-là, plutôt dans les deux sens, dans cette direction, eh bien, on traîne aussi une contraction. Voilà. Vous voyez que la largeur ici, elle est plus grande que celle-là. Voilà. Dans la direction transverse, une contraction. Il y a un étirement suivant cette direction de traction, mais il y a une contraction suivant la direction transverse, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de traction. À cet effet, on fait correspondre un coefficient dit de Poisson, ce qu'on appelle le coefficient de Poisson défini par, c'est-à-dire on va quantifier ce phénomène-là. Alors c'est Poisson qui a fait ça, c'est-à-dire en donnant ce qu'on appelle le coefficient de Poisson, qui est défini par mu égale à moins déformation latérale. Voilà, la déformation latérale, il a cette longueur initiale, puis après la traction, il a cette longueur, déformation latérale dans cette direction, divisé par la déformation en traction, c'est-à-dire vous avez ici la longueur de la pièce. Après traction, vous avez la longueur qui a augmenté. Mais dans le latéral, la longueur a diminué. La déformation latérale est négative. C'est-à-dire le epsilon YY est négatif. Alors que epsilon XX est positif, puisqu'il y a étirement de la pièce. C'est pour ça qu'on a mis le moins ici pour avoir un coefficient de Poisson positif. Voilà. C'est la définition de ce qu'on appelle le coefficient de Poisson et qui est là pour quantifier un phénomène qui se passe lorsqu'on fait une attraction, on impose une traction ou bien une compression sur un échantillon d'un solide. Voilà. Alors sur le tableau ci-dessus, les valeurs du coefficient de Poisson pour certains matériaux connus sont reportées. Alors vous avez par exemple l'acier, le style, qui a un coefficient de Poisson de 0,25 à 0,33. Si on étire, l'acier va se contracter selon la direction latérale. La fonte, on appelle la cast iron, ça va de 0,23 à 0,27. Le béton, le concrete, il a une valeur de 0,2. Le caoutchouc, 0,3. Le cork liège, c'est le 0,2. Alors, vous avez ici une nouvelle mousse qui peut avoir un coefficient de Poisson négatif. C'est-à-dire, négatif, c'est quoi? C'est que la valeur de epsilon YY est positive. C'est-à-dire, si on étire cette mousse dans une direction, eh bien, elle va se gonfler et non pas se contracter dans la direction positive, dans la direction latérale plutôt. Voilà. Alors les matériaux qui ne contractent ni se dilatent une fois soumis à une contrainte ont un coefficient de Poisson nul. Voilà. Ce sont là les descriptions du coefficient de Poisson. Alors, existe-t-il un matériau avec un coefficient de Poisson négatif? C'est-à-dire que ce matériau, s'il existe, en se dilatant dans une direction, sous l'effet d'une traction, va se dilater aussi sur ses côtés. En fait, il existe des structures préfabriquées qui peuvent présenter un coefficient de Poisson négatif. Et je vais vous montrer c'est-à-dire une structure préfabriquée qui a un coefficient de Poisson négatif. Voilà. This is actually a
a kind of a reentrant honeycomb structure. This is an auxetic structure. So in this auxetic structure, if you look at it, that it is each of the honeycombs, instead of the honeycomb with a positive angle, they are having a negative angle, each one of them. And this, what happens in such a case? Suppose now I am trying to expand the material. So I am expanding it in this direction. You see that the other direction, that is in the perpendicular direction, instead of contracting, it is actually expanding. The more these reentrance angles are actually unfolding, it is expanding more and more. So, and the other way, when I am compressing, you can see other directions, instead of expanding, it is also getting contracted in the other direction. So expansion is creating expansion, compression is creating compression. That is the beauty of an auxetic structure, of a structure which is having, Voilà. Vous voyez une structure préfabriquée, voilà, qui a un coefficient de Poisson négatif. C'est-à-dire si on étire dans cette direction, et bien elle se gonfle. Si on va faire une contraction dans cette direction, et bien elle va se rétrécir dans le côté latéral. Voilà. Alors juste, finalement, on vient de citer 4 constantes élastiques pour un matériau pour l'instant, mais il y en a d'autres. Mais pour l'instant, on a vu ce qu'on appelle le module de Young. E, c'est le coefficient bien le facteur de proportionnalité entre la contrainte et la déformation, la contrainte normale et la déformation normale, selon la loi de Hooke. Voilà. Le module de cisaillement, c'est le facteur de proportionnalité entre la contrainte de cisaillement et la déformation de cisaillement dans le cadre de la loi de Hooke. Le module volumique, le bulk modulus, c'est le facteur de proportionnalité entre la pression et la variation dans le volume dans le cadre de la loi de Hooke. Et enfin, on a vu, c'est-à-dire on a défini la relation qui donne ce qu'on appelle le coefficient de Poisson. Merci.